Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous. Vous êtes des millions à suivre votre magazine de prédilection, Liberté d'opinion, que vous suivez sur toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi au-delà de nos frontières par la magie du satellite. Aujourd'hui, nous recevons encore pour vous un invité qui n'est plus à vous présenter, mais pour ceux qui viennent d'arriver à Kinshasa ce jour, il s'agit de M. Hubert Tetika, qui se trouve être député honoraire. Il est également secrétaire général du parti PDG. C'est le parti cher à Modeste Mutinga Mutushai, ancien grand journaliste responsable du journal Le Potentiel, actuellement ministre des Affaires sociales. Avec l'invité sur ce plateau, nous allons parler des enjeux de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est un analyste politique aguerri et pointu, fort de son expérience de plusieurs années. Il est sur la scène politique depuis la CLPT. Il a exercé beaucoup de fonctions, toujours très percutant dans ses analyses, qui profitent généralement au gouvernement pour prendre de bonnes décisions. C'est à ce titre que nous l'invitons pour éclairer l'opinion tant publique, nationale qu'internationale sur l'ensemble des questions en République démocratique du Congo. Monsieur Hubert Tetika, bonjour. Bonjour. Merci de cet honneur. Vous prendre sous une pluie battante, vous emmener sur un plateau de télévision, ce n'est pas donné à tous les journalistes. Merci pour cette considération. J'ai annoncé dans le sommaire, nous parlons des enjeux de la présidentielle en République démocratique du Congo. Si vous étiez posé une question, d'en dire quelque chose pour éclairer l'opinion, par où commenceriez-vous? Non, je commencerai par d'abord lancer un appel à la conscience. Parce que moi, j'entends dire partout des gens qui se posent, ils disent non, il ne faudra pas qu'il y ait élection et tout ça. Moi, je me pose un peu la question. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir élection? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que bon, il y a des cycles électoraux. Le dernier cycle date de 5 ans et la Constitution nous dit que tous les 5 ans, il faut organiser des élections, dont l'élection présidentielle, surtout en premier. Alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qui allait bien hier, qui pousserait à ce qu'il n'y ait pas élection présidentielle aujourd'hui? Parce que dans les arguments qu'on entend ici et là, certains disent non, il y a un problème d'insécurité dans le pays. Alors moi, je me pose la question, est-ce que cette guerre commence, la guerre qui est à l'Est, qu'il faut nécessairement terminer. La guerre de l'Est, comme on dit. Ouais. Est-ce qu'elle commence avec Tshisekedi ou il a trouvé? C'est ça la première question. Parce qu'on veut donner l'impression que tout commence maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la guerre à l'Est. Or, cette guerre commence avant lui. Mais c'est lui qui est en train de mettre en place tous les mécanismes. Et j'en sais quelque chose parce que je suis... Au passage, il faut le dire, je suis directeur de cabinet aux actions humanitaires, au ministère des Actions humanitaires. Donc j'ai eu la chance d'aller souvent dans ces zones-là. Et j'ai vu petit à petit comment le changement s'est fait. Et, quoi qu'on dise, dans l'organisation même de notre armée. Alors, moi je me dis, mais attendez, ça commence pas avec lui, cette guerre-là. Deuxième argument qu'on entend ici et là, les gens disent non, la population vit mal, il y a une crise comme telle. Alors moi je me pose la question, pour certains ceux qui découvrent la crise aujourd'hui, je me demande de quel pays ils sont. Est-ce qu'ils vivent avec nous ici? Déjà, s'il faut parler de la crise, certes, parlons-en. Est-ce que ça commence avec ce qui est dit? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut qu'il y ait la crise? Non, je ne veux pas dire ça. Mais je me pose une question. J'ai dit, quand on voit un chef d'État qui arrive comme Félix Tshisekedi, dans des conditions que l'on connaît. Il arrive, il perd 2 ans dans une coalition totalement iconoclaste, c'est-à-dire où il ne pouvait pas travailler. Après arrive le Covid, après arrive ce que vous savez, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire même dans des très mauvaises conditions, mais le monsieur a pu quand même essayer. Quand on voit des indicateurs, il y a certains indicateurs qui jadis étaient toujours au rouge, qui sont passés presque au vert aujourd'hui. Hein? Moi j'étais député, j'ai 10 ans de mandat de député, 3 ans à la CLPT, 7 ans à l'Assemblée nationale ici. Donc j'ai eu à voter 10 budgets dans ce pays. J'en ai vu les budgets. Et j'ai vu même les chantres
de la macroéconomie, quand il passait toujours chez nous, il vous emmène un budget 7 milliards, comme quoi, au finish, ce serait un budget qui n'a été exécuté qu'à 3 milliards. C'est la première fois que moi je vois avec un chef d'État le budget de l'État augmenter. Oui, augmenter c'est bien beau, mais est-ce que le panier de la ménagère s'améliore, M. Tetika? C'est ça la question de l'opinion. Vous savez, c'est que les gens oublient. Les gens oublient. Il y a ce qu'on appelle des causes endogènes et des causes exogènes. Hein? Aujourd'hui, quand la situation au niveau international ne marche pas, c'est-à-dire vous avez des effets dans les États. Mais si un État arrive quand même à juguler tant soit peu ces causes-là, donc il faut admettre que ça va. Il faut admettre que ça va, même si ce n'est pas ce qu'il faut. Mais au moins, on aurait pu sombrer, aller un peu plus bas que ça. Si on n'avait pas augmenté autant les revenus, c'est grâce à l'augmentation des revenus que l'État est parvenu quand même à subventionner certaines choses qui viennent de l'extérieur. S'il n'y avait pas augmentation des revenus, l'État n'aurait pas pu subventionner même le peu qu'il subventionnait avant. Non, il faut que ce soit vraiment quelque chose qu'on explique en détail. Mais donc il y a un déficit de communication sur les hiatus qu'il y a entre l'augmentation du budget de l'État et le social de la population. Il faut communiquer abondamment là-dessus. Exactement. Parce qu'il y a un philosophe, Karl Marx, qui dit que l'homme est ce qu'il mange. À partir du moment où on ne mange pas, c'est comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Le discours électoral, comment va-t-il passer dans ce contexte? C'est-à-dire que si on mange déjà le peu qu'on mange là aujourd'hui, c'est grâce, sinon on aurait pu, avec les conditions actuelles, sur le plan international, on aurait manqué même ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça, maintenant, vous voyez, le problème, c'est que bon, c'est difficile que les gens comprennent qu'on amortit les chocs. Qu'on a amorti les chocs, et c'est ça. Et les gens de mauvaise foi, il y a beaucoup qui le savent. Il y a beaucoup qui le savent, mais c'est par mauvaise foi qu'ils les disent. Vous savez, chez nous, quand on veut attaquer l'autre, on attaque comme on veut, on dit n'importe quoi parfois, excusez-moi. Mais une chose est vraie, que ce gouvernement a quand même beaucoup travaillé sur ce plan-là. A quand même beaucoup travaillé. En 3 ans. En 3 ans, il a beaucoup travaillé, parce qu'il a perdu 2 ans, ça c'est clair. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, pour revenir à la question initiale, c'est-à-dire, je me suis posé une question, mais pourquoi les gens veulent qu'il n'y ait pas élection? Alors, j'ai commencé. Il n'y a plus de gens qui expriment une telle volonté parce qu'on a vu tous les candidats au niveau de la présidentielle se sont intégrés. Il y en a qui continuent. À part le FCC, bien entendu. Il y en a qui continuent à s'entêter. Il y en a qui continuent à lancer des messages comme ça. De toute façon, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Donc, ils souhaitent ardemment qu'il n'y ait pas élection. Alors, moi, je me pose des questions. Quand on veut qu'on est citoyen, c'est-à-dire l'intérêt qu'on doit privilégier, c'est l'intérêt collectif, l'intérêt de la nation. Alors, priver l'État, priver les citoyens de cette élection. Alors, quelle est la solution? Alors, la solution, on dit négociation. On va négocier sur quoi et pourquoi? Soyons clairs. On va négocier sur quoi? Mais l'inclusivité est un principe démocratique aussi. Vous ne pensez pas que ceux qui exigent cette inclusivité aimeraient effectivement, bien entendu, que tout le monde y aille? Vous savez, de cohésion nationale. Vous savez, l'inclusivité ne veut pas dire unanimité. Il faut faire attention. En démocratie, on a besoin de la majorité, on n'a pas besoin de l'unanimité. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vécu ici? Une fois, il y a un grand parti, l'UDPS en l'occurrence, qui avait refusé les élections. Mais qu'est-ce que l'État a fait? On a dit, bon, écoutez, si vous ne voulez pas, bon, l'État, la marche continue. Et on a continué à faire l'élection. Il y a même un ancien cadre du FCC qui déclarait à l'époque que les ciels n'allaient pas nous tomber sur la tête. Effectivement, les ciels n'étaient pas tombés, nous n'étaient pas tombés sur la tête. Donc, comme maintenant aussi, les ciels ne nous tombera pas. Mais néanmoins, ils ont remarqué eux-mêmes qu'il y a un président à la tête du pays qui a laissé... Vous savez, beaucoup de gens pensaient, j'espère qu'on va en parler, beaucoup de gens pensaient même qu'il y a certains candidats qui sont recalés. Quand bien même qu'il y en avait qui pouvaient être recalés. Il y en avait qui pouvaient être recalés. Mais beaucoup... On a laissé faire. Beaucoup, oui. Ce n'est pas une faiblesse. Hein. S'il y avait des bonnes raisons de décaler certains candidats et qu'on les a laissés passer, c'est un aveu de faiblesse quelque part. Vous savez, Louis-Dor, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un diplômé des sciences po. Il y a une différence entre
le droit et la politique. Oui. Le droit, c'est une science d'interprétation, la politique, c'est une science d'adaptation. C'est-à-dire, en politique, il faut savoir s'adapter aux conditions, parfois, aux réalités du terrain. Donc, on a vu qu'il y a une frange des compatriotes qui voulaient passer par là pour essayer de justifier leur non-participation et essayer de justifier le fait qu'ils demandent qu'il n'y ait En pas... fait, c'était des pièges qui tendaient Voilà, c'était des pièges, qu'il n'y ait pas élection. Donc voilà. Donc toutes les candidatures là ont été retenues en bonne et due forme. Oui, en bon politique, il fallait faire montre de Est-ce que ça contribue à quelque chose selon vous, en termes d'apaisement, du climat politique? Mais la preuve, vous avez vu que il y a eu un calme. On n'attaque plus le président de la République. On n'attaque plus vraiment comme on attaquait avant. Oui. Et maintenant, mais il y a quand même des candidats qui avaient des dossiers, et, visiblement même les Congolais moyens savaient que ça devait quand même poser problème. Il y avait des cas de détournement, des cas de nationalité, vrai ou fausse, on ne sait pas. Les cas de nationalité, moi, en fait, j'entrais pas trop là-dedans. Oui. Là, je me disais, bon, c'est pas le débat. C'était pas vraiment nécessaire, ça, parce que c'est donner des prétextes aux autres. Parce que bon, tout va, ça. Il faut qu'on se le dise. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, quelqu'un qui a été gouverneur dans ces pays, oui. On ne peut pas l'empêcher d'être candidat président. Ça sert à quoi? Parce que pour être gouverneur, il faut être de nationalité congolaise. Donc, à un moment, on a accepté que la personne avait cette nationalité. C'était pas, c'est vraiment pas. C'était pas un débat. C'était pas vraiment un débat opportun. Ouais. Et je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir bien compris, et surtout, pas le chef de l'État, en fait, la justice. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. J'espère qu'elle ne commettra pas les erreurs du passé. Et la CENI la correction des erreurs matérielles. Il y en a d'autres qu'on pouvait bien empêcher, pour des raisons diverses. Mais le cas de Boukangalos, on n'en parle plus. Mais justement, les dossiers pendant en justice, bon, en fait, en tant qu'analyste politique, c'est quoi juste? Les gens ne comprennent plus rien. On ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais quand même que les gens soient informés. On laissera la justice continuer, mais... Il est possible que ces dossiers rebondissent un jour. Je pense que oui, ça peut rebondir. Bon, ça peut rebondir. Pas avant les élections quand même. Sinon, on dirait que... Nous ne pouvons pas. Moi, je suis vraiment un vrai friand de la séparation de pouvoir. Hein. Okay. Donc, je ne peux pas m'ingérer dans le pouvoir judiciaire. Exactement. Donc, je me dis, on verra ce que la justice décidera. Donc, je disais ceci, que la politique, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. C'est la majorité. On n'a pas besoin... Imaginez-vous, vous êtes 10 à vouloir faire quelque chose. Il y en a 8 qui disent nous devons le faire. Il y en a 2 qui disent non. Et vous dites non parce que 2 ont dit non, on laisse tomber. Mais vous avez toute une majorité qui a dit oui. Si vous laissez tomber, c'est comme si vous répondez à la minorité. Donc voilà, moi je pense que aujourd'hui, j'espère que tout le monde comprend que la présidentielle était nécessaire. Toutes ces raisons-là qu'on avance, insécurité, ça commence pas avec Tshisekedi. D'ailleurs, il est en train de se battre bec et ongle. Certains autres auraient été au pouvoir, ils seraient déjà en négociation avec ces rebelles-là qui viendraient infiltrer les services de sécurité, tout ça, et on recommencerait. Voilà un président. Il l'a tenu jusqu'à. Voilà un président qui tient, tant bien que mal. Ça lui coûte ce que ça lui coûte, mais il tient quand même. Et je pense que même Dieu lui en sera reconnaissant. Comment voyez-vous la posture nationaliste que prend le président Tshisekedi sur la scène internationale et qui lui vaut toute la sympathie du peuple congolais dans son ensemble? Selon vous, comment voyez-vous sa détermination à défendre le Congo, à indexer celui qu'il faut indexer pour, bien entendu, sortir parfois des langages langage conciliant, qu'on appelle communément entre guillemets langage. Est-ce qu'on peut dire que le président Tshisekedi a surpris qu'on ne l'attendait pas sur un terrain aussi nationaliste sur la scène internationale qu'il l'est maintenant? D'abord, il faut savoir que c'est un fils maison. Ça, c'est clair, ça se voit tout de suite. C'est un fils maison, donc c'est vraiment un Congolais pure souche, des souches qui défend sa nation. Deuxièmement, la politique n'est pas statique. La politique, elle est dynamique. C'est-à-dire que nous évoluons. Aujourd'hui, regardez, vous pensez réellement qu'il y a 30 ou 40 ans, ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, les pays occidentaux allaient laisser ça comme ça? Non, non. Si on allait venir chercher les présidents, les amener et tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde change.
Les mentalités évoluent, les choses changent. Et c'est comme ça que et le président Tshisekedi est en train de mettre son empreinte, c'est-à-dire en faire évoluer les discours. Il faut quitter cette histoire de discours d'hypocrisie entre États à un discours clair. Bon, j'ai suivi l'histoire de Brazzaville, son discours de Brazzaville. Oui. Mais je buvais du petit lait, comme disent, pendant qu'il parlait. C'est là vraiment que ça cote vraiment à galoper. Comme disent les Français. Mais la difficulté, c'est celle-là. C'est-à-dire que ce qui est quand même un peu marrant, quand un pays occidental défend son peuple, défend sa nation, on ne parle pas du nationalisme. Vous avez vu un chef d'État européen ou américain ou quoi ne pas défendre son État. Ils défendent. Il ne voit que le chauvinisme. Il ne voit que les intérêts de leurs États. Oui. Mais quand c'est un chef d'État africain qui le fait, on le traite de nationaliste. Mais oui, il faut être nationaliste parce qu'il faut défendre son État. Mais être nationaliste ne vous empêche pas de tenir compte de la dimension internationale du monde, de savoir que vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Le nationalisme ne veut pas automatiquement dire aller ou sombrer dans l'autarcie. Non. Le nationalisme, ça veut dire... Mais quand on dit on est chef d'État, on est chef d'État pour défendre les intérêts de sa patrie. Mais quand c'est un Africain qui défend les intérêts de sa patrie, non. Là, on parle de nationalisme, et on prend le nationalisme comme quelque chose de très mauvais. Mais non, mais non. Alors, par rapport, vous avez dégagé l'enjeu sécuritaire de cette présidentielle, l'enjeu économique, vous venez de le dire aussi, et l'enjeu sous-régional par rapport à la posture montante du nationalisme du président Tshisekedi, que tout le monde reconnaît. Alors, vous pensez qu'il aura un discours devant le peuple dans quelques jours? Ce sont les élections, c'est la présidentielle, sauf imprévu. Un discours vraiment pour convaincre et remplir pour un deuxième mandat. Vous l'avez bien dit d'ailleurs, que le peuple lui reconnaît au moins ça. Le peuple lui reconnaît au moins ce côté-là. L'attachement à la patrie, oui, mais il y a aussi les réalités du terrain. Voilà. Les besoins des provinces, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Voilà, d'ailleurs, pour revenir juste un peu en arrière. Voilà quelqu'un qui défend son peuple, qui défend sa patrie. Vous savez, je ne sais pas si les gens... Moi, je vais souvent à l'Est. Quand vous voyez les atrocités que vivent nos compatriotes là-bas, je ne sais pas si vous aurez 2 minutes à défendre de telles postures prises par le Rwanda. Non. Donc, vous ne l'accepterez jamais. Donc, voilà, je voulais dire que vous avez affaire à un chef d'État qui défend sa patrie, mais qui, au même moment, ouvre le pays à des investissements étrangers. Alors, sans exclusive. Hein. Sans on voit les Américains, on voit les Européens, tout le monde. Tous les continents. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce que vous allez reprocher à un chef d'État pareil? Qu'est-ce que vous reprocherez à un président? Mais c'est pas ça le discours que le peuple attend demain sur le terrain de la campagne électorale. C'est vrai, c'est bien vrai ce que vous dites. Non, sur le terrain de la campagne électorale, il faut bien qu'on se dise. Ce peuple-là reconnaît en lui d'abord un défenseur. Vous savez, ici vous parlez à manger, peut-être à l'ouest ici, mais pour quelqu'un qui est à l'est, ce n'est pas la nourriture, c'est pas ça qu'il pense. C'est la sécurité. Il pense d'abord à la paix. Oui, la paix. Parce que là, ces mots-là, la paix a un sens à l'est là-bas. Ça a un sens là-bas. Donc vous voyez, c'est-à-dire les aspirations sont diverses. Autant qu'on peut se retrouver au Bandundu chez moi ou à Kinshasa, et autant qu'on se retrouverait à l'est. Les aspirations sont un peu diverses parce que là-bas, c'est la paix. Et pour la paix, ils ont un chef d'État qui se bat concrètement. Moi, je pense que c'est là-bas qu'il fera le plus de... Contrairement à ce que les gens pensent, c'est là-bas où il fera le plus de voix. Parce que là-bas, au moins, ils ont compris que voilà, on a à la tête du pays au moins quelqu'un qui se bat et qui sait vraiment ce qu'il veut. Mais malgré tout ça, on entend des déclarations qui fusent de partout, des attaques à son endroit, Corneille Nangaa, John Numbi et les autres. Corneille, en tant que spécialiste en Sciences Po, Corneille Nangaa. Quelle lecture? On va prendre un peu 2 minutes. Vous savez, quand je le vois passer à la télé, dire ce qu'il raconte là-bas, non. D'abord, j'ai honte comme Congolais. J'ai honte parce que je me dis, qu'en pensent les Occidentaux? Là où il va passer, il passe sur les chaînes internationales, je dis, mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent, eux? Vous savez, nous avions reproché des choses aux Français ici, quand ils disaient,
compromis à la congolaise, et tout ça, l'africaine. À l'africaine. Nous avions crié et tout ça. Mais maintenant, quand on voit un monsieur comme Nanga parler, il se pose des questions. Déjà, il m'a donné, son attitude m'a inspiré quelque chose. Demain, je rentre à l'Assemblée nationale, la première des choses à faire, vous savez que ces gens-là prêtent serment. Quand on est président, moi j'étais député, je sais, Nanga, c'est nous qui l'avions investi oui. à l'Assemblée nationale. Oui. Donc je pense que la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est de dire que voilà, toute personne qui passera membre, surtout le président, qui passera membre du bureau de la CENI, je ne parle pas de la plénière, du bureau de la CENI, devra s'engager à ne jamais exercer une activité politique à vie. Quitte à ce qu'on trouve une rente. C'est-à-dire qu'on rassure à ces présidents-là, même un petit salaire ou quoi, à vie. Parce que... Donc il faut qu'il y ait un statut d'ancien président de la Commission internationale. Oui, il m'a inspiré. Comme Modiste Moutinga l'a fait pour les anciens chefs d'État. Voilà. Oui. C'est-à-dire ça m'a inspiré son cas-là. Parce que de quoi il parle, ce monsieur? Vous voyez quelqu'un qui a été... Il vient dire, c'est comme quelqu'un qui avoue un crime. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui avoue un crime, qui vient, qui dit non, j'étais là quand on a tué tel. C'est ça. Hein? Mais c'est lui qui vient avouer un crime. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut d'abord l'arrêter, celui-là. Il faut l'arrêter, vous me posez la question. Dieu merci. Et quand il dit qu'il a participé à des négociations, il n'a jamais dit qu'il a fait gagner, je sais qu'il dit. Ça, il n'a pas dit. Il dit qu'il a participé à des négociations peut-être de gouvernance entre les FCC et le CACH, mais à quel titre d'abord lui devait participer? À quel titre? C'est une compromission. C'est quand même incroyable. Donc vous voulez dire en d'autres termes, ça vaudrait des poursuites judiciaires, ces genres de comportements? Impérativement, M. Nanga, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut laisser libre. Il doit répondre de ses actes. Quand on occupe des hautes fonctions, il faut avoir une personnalité. Donc vous êtes astreint à un droit de réserve. Vous êtes astreint à un droit de réserve. Mais est-ce qu'il ne le fait pas en tant que, comme il s'était déjà déclaré, candidat président de la République et acteur politique, chef d'un parti? Mais justement, en étant candidat, c'est là où David ne pouvait pas agir comme ça. Vous voulez demain présider à la destinée des Congolais, diriger le Congo demain. Donc parce que vous faites candidat. Donc vous sentez que vous êtes capable de diriger le pays. Mais tout en montrant que vous êtes incapable, vous. Vous n'avez aucune qualité d'homme d'État. Nanga n'a aucune qualité d'homme d'État. Donc vous montrez à la face du monde que vous n'avez aucune qualité d'homme d'État. Et comment on va vous laisser, vous, diriger le pays? Vous comprenez? Il a fait juste l'inverse de ce que pouvait faire un candidat président de la République. Vous savez, on s'amuse ici. Quand on parle de candidature, là, c'est vrai, bon, la démocratie semble qu'elle est comme ça. Elle a un côté, la démocratie a un côté un peu trop permissif aussi. Hein, il faut qu'on se le dise. Sinon, il y a certaines candidatures qu'on n'acceptera pas. Exemple? Non, je ne viens pas citer des noms ici. On dit comme on dit à Lingala. Il y a des candidatures qu'on n'accepterait pas. Attention. Le président de la République, c'est une très haute fonction que n'importe qui ne peut pas s'hasarder à vouloir l'exercer. Non. Franchement, entre nous, on peut, vous voyez, chacun doit se regarder, il voit son passé, il voit ce qu'il a fait, il voit ses capacités pour être candidat. Vous ne restez pas comme ça pendant 5 ans à ne rien faire, vous vendez les cacahuètes, et puis 5 ans après, vous revenez, dites vous êtes candidat. Dites-moi un peu, M. Hubert Tétika, la question, j'en mesure la délicatesse. Dites-moi de tous ces candidats qui sont en liste contre le président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, lequel vous fait très peur? Ou lequel peut faire peur au président Tshisekedi? Objectivement, toute honnêteté. Non, vous savez, il faut catégoriser tous ces gens-là. On peut les placer sur plusieurs catégories. On peut prendre les niveaux d'instruction, par exemple. Niveau d'instruction. Vous en avez qui sont valables. Mais attention, on peut être instruit et trimballer les péchés d'Israël derrière. Les casseroles derrière, que vous pouvez imaginer. Ouais. Hein? Mais si on prend seulement comme ça, on peut se dire qu'on peut trouver là-dedans 2 ou 3 sur ce plan-là qui peuvent être, qui sont valables, qui sont clean, qui peuvent prétendre diriger l'État s'ils n'avaient pas
s'ils avaient déjà commis certains dégâts, s'ils n'avaient pas certains dossiers. Donc, il y en a. On ne va pas dire qu'ils sont... Non, il y en a. Il y a d'autres qui n'ont pas vraiment... excusez-moi, mais bon, ils sont libres d'être candidats, mais pour moi... Peut-être pour entrer dans l'histoire. Pour moi, ils auraient pu rester à la maison, regarder la télé et ne pas oser faire ça. C'est leur droit. Mais alors, si on prend ces gens-là, mais maintenant, vous savez, il y a tout ce qu'on appelle... Il faut savoir lire les signes du temps. Il y a toujours des époques en politique. En cette période ici, il faut tenir compte de tous ces aspects. En ce moment précis, où on a un État qui est attaqué de partout, où on a un État qu'il faut à tout prix faire remonter sur le plan économique, comme on a dit, et si au même moment, quelle que soit votre intelligence, mais vous avez en face de vous un candidat qui, lui, a commencé déjà à faire ses preuves sur d'abord l'histoire d'insécurité, il a montré sa détermination et sa personnalité en disant non, nous ne voulons plus, connaissant le cause du mal, nous ne voulons plus refaire le même schéma en acceptant des négociations qui ne feront que nous amener des infiltrés dans nos services de sécurité et tout. Il a fait ces preuves-là et il essaie pendant ce temps de résister tout en formant d'autres militaires qui viendront demain défendre le pays. Vous avez en face de vous un candidat qui a permis à l'État aujourd'hui de pouvoir avoir des moyens. Aujourd'hui, on a vu les services des générateurs de recettes augmenter les recettes. Avec l'IGF. On a vu, il a mis en place la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption qui a fourni ses preuves, qui a produit ses preuves. Quand vous avez en face de vous un candidat comme ça, moi, en toute élégance, je me retirerai. Même si j'ai un niveau intellectuel extraordinaire, considérable. Je me dirais que ce n'est pas le moment. J'attendrai 2028. Vous comprenez? Donc j'invite... Vous n'avez pas eu le temps de parler de la gratuité de la maternité, de l'enseignement et la gratuité du transport en commun. J'entre même pas dans tout ça. Transco 500 francs congolais. Hein. Ils le savent. C'est les gares centrales. Ils le savent. Et la moto, c'est le triple. Hein. Avant d'être candidat président de la République, vous essayez d'évaluer tout ça. Ah, d'accord. Vous dites, bon, je vais entrer là. Oui, tout ça. Qui sont les challengers? Et quand vous voyez parmi les challengers, il y a un challenger. Donc c'est un conseil que vous donnez aux candidats qui sont en liste. Ça, par élégance, quelqu'un peut se retirer puisqu'en voyant ce que vous évoquez. Mais oui, c'est ça. La moindre des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes des unions sacrées. Non, oui, je vous reçois comme expert en Sciences Po. Il faut avoir cette élégance mais pouvoir admettre la réalité. Oui, c'est vrai. Vous dites, vous avez été éloquent sur le plan de la remontée du pays. En ce qui concerne son économie, mais en même temps, il y a des institutions, des ministères qui posent problème, notamment le ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires que dirige le ministre Maurice Mutinga. On reproche un dépassement budgétaire de l'ordre de 67%, si je ne me trompe pas. Non, 627. 627%. Est-ce que c'est un bel exemple? Bon, attendez, donnez-moi l'occasion d'en dire. C'est pas l'objet de l'émission, mais ça m'est passé. C'est pas l'objet de l'émission, mais c'est bien. Vous avez bien fait que j'en dise un mot. J'ai entendu ça. 620. Certains ont dit, non, c'était le ministère des Finances qui a dit non. Le ministère des Finances n'a fait que répéter ce que tout le monde disait. Et moi, il a répété ce que tout le monde disait. Bon, ce que les gens disaient. Et moi, je me dis non. Vous savez, dans un État, si les réseaux sociaux deviennent une source sûre d'information, c'est qu'il n'y a plus d'État. Vous comprenez? Nous avions lu ça, ça fait un petit temps, on a lu ça dans les réseaux sociaux. En parlant des affaires sociales, des actions et des actions humanitaires, vous imaginez que nous avions fait l'objet d'une interpellation. Donc moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux, je me fie aux sources sûres d'information, aux sources officielles. Nous avions fait, il y a 3 semaines, on a été l'objet pas une interpellation, d'une question orale au Sénat. Et celui qui nous a interpellé, d'ailleurs, c'est le président de l'ECOFIN du Sénat. Le président de l'ECOFIN du Sénat a déclaré ouvertement que au 30 juin 2023, nous n'avions consommé que 7%
de notre budget. Vous imaginez, nous n'avions consommé que 7% de notre budget. Alors, si au mois de septembre, on vient nous dire que nous sommes passés de 7% de consommation à 627%, d'abord, pour aller au-delà, il faut d'abord consommer les 100%, et puis vous dépassez les 627. Ça veut dire que nous avions dépassé les 627, les 727. Alors que nous avions consommé 727%. Alors que nous, le président de l'ECOFIN nous a dit que nous avions consommé que 7%. Et nous pouvons le prouver. La preuve, je l'ai dit même sur une radio de la place, que nous avions introduit 63 demandes et on nous a payé que 11. Si c'est avec ces 11 demandes que nous avions dépassé, alors moi je me pose des questions. Et si ces dépassements ne s'est fait qu'entre le mois de juillet, août, septembre, que pendant ce trimestre-là, alors moi je me dis, il faudra qu'on nous prouve, il faudra qu'on nous le prouve que nous avions dépassé. Non, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat, c'est pas normal. C'est une accusation gratuite. Oui, vous savez, nous d'ailleurs on aimerait bien qu'on puisse enquêter s'il est faux sur ça. Parce que c'est pas normal. Et nous pouvons le prouver noir sur blanc. Et puis je vais dire, vous savez, les affaires, avant d'en arriver là, et puis quand on parle des pourcentages de dépassement, il faut faire très attention. Nous sommes au gouvernement. Nous avons 1% du budget. Vous, un autre ministère, vous avez 10% du budget. Si nous dépassons de 600%, c'est-à-dire nous passons de 1% à 6% du budget. C'est ça, non? Oui. Mais si vous avez 10% au départ et que vous dépassez seulement de 200%, ça veut dire que vous partez de 100 de 10 à 20% du budget. Qui de nous doit consommer plus? Mais quand l'homme de la rue va entendre le pourcentage, il va dire non, ceux-là ont consommé 600%, ont dépassé les 600%, les autres là ont dépassé les 20%. Attention, déjà il y a un problème sur ce plan-là. Et enfin, je voulais dire tout simplement sur ce plan-là, pour conclure ça, sur ces sujets, les domaines, il faut comprendre la spécificité de certains domaines. Les actions humanitaires, c'est un domaine très spécifique. Je disais l'autre fois qu'on peut savoir combien d'immeubles on va construire l'année prochaine. Mais moi, je mets un défi, quiconque pourra nous dire combien de Congolais vont mourir l'année prochaine. Qui peut le dire? Personne. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, voilà les secteurs que nous gérons. C'est-à-dire, c'est des choses que vous faites des prévisions, mais il y a des choses qui vous tombent comme ça. Il y a guerre là-bas, il y a des déplacés, il y a des morts, il y a ceci, et vous dépassez parfois. Moi, je dis, vous voyez, il faut aller à l'Est, voir la souffrance de nos frères, à Bouchagara, à Kanyaruchina, à Kichanga, à Nituri, vous faites partout là-bas. Vous avez même croisé à Kananga avec les ex-Kamouinansa. Voilà, j'étais avec vous pour les Kamouinansa. Donc quand vous voyez, quand je vois tous ces pauvres-là, comment ces pauvres Congolais meurent, comment ils souffrent. Vous avez vu les images des enfants qu'on fait passer, qui meurent de faim à Goma maintenant. Vous voyez, moi je préfère encore dépasser largement le budget s'il est faut. Pour protéger les vies humaines. Pour ces pauvres-là, qui dépasser les budgets. À construire les immeubles. En d'autres termes, vous voulez dire, Modeste Mutinga, pour les effets, les mains propres. Pour d'autres dépenses. Mains propres. Ouais, plus propre que lui, il faut se lever le bonheur. Alors, la dernière question. Vous êtes candidat à Lukunga, très populaire dans le camp Luka. Quels sont les défis auxquels vous êtes confronté pour battre campagne et espérer obtenir un siège? Bon, les défis, c'est les défis auxquels sont confrontés tous les candidats d'ailleurs. Quand vous vous pointez devant une population médusée comme ça, ils vous demandent tout ce qu'ils peuvent demander. Ils disent non, nous avons besoin de ça. En fait, comme les gens ne comprennent pas bien, excusez-moi, mais c'est la réalité, il faut le dire, le rôle du député, c'est-à-dire, bon, il vous pose tous les problèmes, quoi. Nous avons besoin d'un pont ici, nous avons besoin d'un forage par là, les mamans maraîchères ont besoin des arrosoirs, de ceci. On vous pose ce type de problèmes. Alors que c'est le gouvernement qui doit le faire. Voilà, nécessairement. C'est un problème de pédagogie, en fait. Voilà. Pédagogie électorale. Maintenant, il faut savoir expliquer aux gens que voilà, nous pouvons mener ces combats ensemble, à condition que nous soyons dedans. C'est ça. Si on est là où on se décide, là où les choses se décident, nous pouvons décider ensemble avec eux pour votre intérêt. En d'autres termes, vous voulez dire que ce n'est pas le rôle des députés ou des candidats députés d'offrir des bornes fontaines, des écoles, des universités. Non, ce sont ces électeurs. Ouais. S'il le peut, s'il peut le faire, il peut le faire. Mais c'est pas il ne une faut pas exigence. que ça soit dans la tête des électeurs
que c'est une obligation pour le candidat. Ça, il faut que les électeurs le sachent. Voilà pourquoi certains candidats, parfois, qui se disent, on n'a pas de moyens, on ne part pas. Alors, et que pensez-vous aussi des électeurs aujourd'hui ont ouvert les yeux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas brader leur suffrage contre les polos, contre l'argent, contre la nourriture, ainsi de suite. Est-ce que c'est une évolution dans la conceptualisation? Vous savez, après 3 cycles électoraux, la mentalité a quand même évolué. Hein. Et c'est vrai. Vous imaginez, parce que moi j'ai dit aux électeurs, j'ai dit, je ne suis pas venu acheter vos voix. Parce que si j'achète, c'est comme quelqu'un, vous me vendez des bananes, vous n'allez pas me suivre le soir pour me demander, me dire non, je viens qu'on mange les bananes que je vous ai vendues ensemble. Non, moi j'ai acheté, c'est pour moi. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avant. Un candidat qui vient, il donne des polos, il donne de l'argent, il achète son vote. Et demain, ne venez pas lui poser de problème. Et quand ils vont voir que ce type-là, on ne peut pas lui poser de problème, on commence à lui en vouloir. Alors que ce n'était pas de sa faute. Je pense que j'ai dit aux gens, moi c'est la pédagogie que je mène, j'ai dit aux gens, non, évitez de vendre, votez utile. Voter utile, ça veut dire... On vote les idées. Il faut voter les idées. Les propositions de loi qu'on entend apporter à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est-à-dire, voilà, il faut voter ceux qui peuvent demain reconnaître que c'est par vous qui se retrouvent là. Merci. Et c'est grâce à vous et qui reviendra, et c'est fait, dire voilà, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Mais il y a une difficulté, je ne sais pas comment vous la contournez en tant que candidat. La difficulté, c'est les cartes d'électeurs qui s'effacent. Les témoins doivent avoir des cartes d'électeurs, il y en a qui n'arrivent pas à les avoir avec facilité. Oui, il y a quand même un problème. Hein. Il faudra bien l'admettre. Hein. Il faudra bien l'admettre que quand on voit, moi j'ai vu des cartes qui sont venues des provinces, il y a des cartes qui sont très bien. Mais j'ai vu aussi ailleurs certaines cartes, surtout à Kinshasa, des cartes qui sont vraiment totalement effacées. Tout ça. Il faut brûler pour qu'on voit les écrits. Et quand vous brûlez, ça devient un document falsifié, la banque n'accepte pas. Oui, je ne sais pas. Je peux peut-être dire quelque chose. Quand je vois toutes ces difficultés, ce qui est mauvais chez nous, c'est que parfois, on se cabre en se disant, non, ça ne peut pas changer, on reste intangible, inamovible. Or, les lois sont faites par les hommes, pour les hommes. C'est-à-dire, si quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de dire que non, on fait ça, on fait ça. Par exemple, aujourd'hui, je peux le dire moi, il y a des gens qui posent des questions, qui ne pensaient pas à l'élection, qui se retrouvent qu'il y a élection, et d'autres continuent à crier à l'inclusivité, même si on n'a pas besoin de l'unanimité. Ils crient à l'inclusivité, alors qu'on a déjà vécu ça, c'est du déjà vu. Bon, il y a beaucoup de petits trucs comme ça et tout ça. Moi, je me pose même des questions. Il y a aussi l'élection des communaux. Des municipaux, oui. Des municipaux, qui demain... Ils sont nombreux, autour de 35 à 45 000. Demain risquera de poser aussi un problème. Il faut qu'on se le dise. Vous savez, aujourd'hui, on a vu déjà on a un peu du mal à gérer les députés provinciaux, à les payer correctement. Il y a un problème. Vous savez, un élu, c'est quelqu'un qui a un mandat. Ce n'est pas une fonction. Le mandat est limité dans la durée. C'est ce qui fait que parfois on paye un peu plus les élus que les autres. Tout simplement parce que on s'est dit, au bout de quelques années, ils ne seront plus là. Leur travail n'est pas étalé dans la durée. Vous comprenez? Mais là, on aura sur la place publique à peu près au moins 35 000 élus. Si on a 35 nouveaux élus, 35 000 nouveaux élus, il faudra bien qu'on soit capable de s'en occuper financièrement. Et qu'est-ce que vous auriez pu proposer? Moi, je me pose... Même si c'est tard. Non, même si c'est tard... Vous auriez aimé que ça se fasse comment? Bon, moi, quand même, les élections locales, on en a eu besoin depuis 3 cycles. On en a eu besoin. Oui, la volonté, on peut avoir la volonté de faire des choses. Hein? Je vais aller à Kananga chez toi, j'ai la volonté d'y arriver. Mais on me dit qu'il n'y a pas d'avion. Je fais quoi? Malgré ma volonté, je n'y vais pas. Parce qu'il n'y a pas d'avion, je ne peux pas aller à pied. Donc, expliquez cette métaphore, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons la volonté d'amener la démocratie jusqu'en bas, à la base. Jusqu'à la base. Mais on a tellement de nombreux problèmes d'argent
avec cette guerre qu'on nous fait, c'est une raison qui peut nous empêcher d'organiser cette élection maintenant. Les élections municipales. Oui, on peut différer. les postposer. C'est-à-dire, on dit non, on peut les différer un peu. Comme on l'a fait pendant les autres cycles. Donc c'est votre proposition. Oui, on peut avoir ce courage à dire que non, ça va créer encore beaucoup de problèmes, qui va apporter des solutions, qu'elle va apporter des solutions cette élection. Donc, est-ce qu'il faut encore ajouter au problème que nous avons ces problèmes-là? Je ne le dis pas pour froisser certains, mais je suis tout simplement réaliste. C'est une réflexion. Je suis tout simplement réaliste et je me dis, ça va poser un problème. D'ailleurs, même toutes les élections ici, moi je me dis, mais vous savez, l'élection la plus cruciale aujourd'hui, la plus cruciale, c'est l'élection présidentielle. Là, on ne peut pas présidentielle. Le 20 décembre, il faut qu'il y ait cette élection-là. Nous devons avoir à la tête du pays un président légitime. Un président qui a une légitimité forte. Qui a une légitimité forte. Donc voilà, tout simplement. On ne va pas s'amuser à aller dans une négociation qui nous contraindra d'avoir un président qui n'aura qu'une légalité. Une simple légalité. Nous avons besoin d'un président qui a une légitimité. Donc il nous faut aller à cette élection-là. Mais on peut, s'il y a pour des raisons techniques ou quoi, des choses qu'il faut réajuster, on peut poser les autres élections, même 2 mois après. Quel est le problème? Quand on fait 3 mois sans parlement... On ne violerait pas la Constitution. Vous savez. Même si les lois sont faites pour les hommes, et pas les hommes. Les lois sont faites par les hommes et pour les hommes. Si pour des raisons impératives. Pourquoi, par exemple, à un moment, on s'est dit non, on bloque le fonctionnement des institutions parce qu'il y a un cas majeur qui est arrivé. Il y a une guerre qui arrive. S'il y a une guerre totale qui arrive ici, on ne fera pas l'élection. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? C'est ça. Donc on violera la Constitution. Non, on sera conforme à la Constitution parce que c'est un cas de force majeure. Mais quand on a des vrais problèmes techniques, s'il y en a, comme certains le disent, s'il y a des vrais problèmes techniques, on peut toujours... Non, mais le président de la CENI a dit que tout sera prêt. On a vu à partir de Séoul les machines à voter, les bulletins de vote. Moi, je salue sa détermination. Si tel est le cas, allons-y. Si réellement il y a un problème, il ne faut pas hésiter. S'il y a un problème, il ne faut pas hésiter. Donc de le dire que voilà, on fait l'élection du président. Et puis on peut poser même de 2 ou 3 mois. On fait 2 mois, 3 mois. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Merci. Pour paraphraser l'autre. Alors, on va terminer, M. Hubert Tetika. Vous êtes candidat député national, je l'ai dit, la Lukunga, très adulé au camp Luka. Vous avez un message quand même. On n'est pas en campagne, juste non, on n'est pas justement en campagne. Ouais. Non, et Lukunga c'est vaste, hein. C'est pas seulement quand Luka. Vous avez Tchad, vous avez Kogelos, vous avez Sangamamba. C'est vraiment, comme on dit, Liboula Bachou, c'est la circonscription la plus compliquée. Kindele, Kimweza, le Tende, les foires, le Tende. Donc c'est vaste, vous savez ça. C'est vraiment. Je me rends compte, hein, avant je ne savais pas que c'était aussi grand. Hein. Donc maintenant je me rends compte et je vais voir tous nos compatriotes jusque dans les confins là-bas. Je leur dis tout simplement, ça ne sert à rien de vendre sa voix. Non. Ça ne sert à rien de vendre? De vendre sa voix. Okay. Cette fois-ci, il faut voter utile. Voter utile. Faites un projet avec les candidats pour lesquels vous allez voter. Faites passer un contrat social, comme on le dit en Sciences Po. Passez un contrat social avec les candidats. Vous dites que voilà, vous le portez haut et lui, en étant investi, qui revienne vers vous, voir ce qu'il peut faire avec vous. Vous cherchez par exemple du travail et tout ça. Vous savez, on a beaucoup de chômeurs dans le pays. Merci. Moi, je me bats pour cette catégorie d'individus. Merci, M. Hubert Tetika. J'ai dédié cette émission à tous ceux qui nous suivent dans la circonscription du Moamba. Je peux dire un mot au mien quand même. Hein. D'accord, allez-y. Donc, n'oubliez pas, Kumba Okukadiwa. Merci à vous tous qui nous suivez dans les différentes communes du Moamba, Lemba, Ngaba, Matete, Kisenso et Limete. Merci de votre amour, merci de tout ce que vous ferez. Que Dieu vous bénisse. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi cette émission. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Merci beaucoup.